Dès le collège, en fait, moi, je dis à mes profs, je veux être journaliste. Et ils me répondent que la voie royale à ce moment-là pour l'être, c'est de faire Sciences Po. Je passe le concours de Sciences Po ex sortie au bac. Je le rate monumentalement. Donc, je m'inscris sur post-bac dans une prépa publique. Et je me rends compte, avec tout le respect que j'ai pour mes professeurs, mais je me rends compte que cette prépa va me mener nulle part. Sincèrement. En fait, j'ai pris vite conscience du retard que j'avais scolairement. Et donc, j'arrive dans cette prépa et je me dis, non, en fait, ça va pas me suffire. Et j'entends parler dans un coin, il y avait 2, 3, 4 personnes qui étaient issues de milieux assez aisés, parents avocats, journalistes, etc. Et je les entends parler d'une prépa dans un lycée privé. Et moi, je me dis, je vais la faire. Du coup, moi, à ce moment-là, j'étais dans une logique de mimétisme. Tout ce que les gens aisés faisaient pour réussir, je le faisais parce que je me dis, bon, ils connaissent mieux que moi le système. Donc, Et à la fois, sans cette prépa, j'aurais jamais pu avoir Sciences Po. Et en même temps, c'est ma première claque de violence de classe. C'est la première fois que je comprends que je suis pauvre. C'est vraiment quand je mets les pieds dans ce lycée, que je vois que je suis la seule issue de l'immigration, que je me rends compte qu'à partir de maintenant, je vais être seule tout le temps. Parce qu'en fait, ça crée une situation assez paradoxale. Si vous êtes seul dans un endroit, vous savez que vous êtes seul, les autres le savent aussi. Donc pour eux, vous êtes une intrusion. Vous êtes étrange. C'est étrange que vous soyez là, puisque vous ne ressemblez pas aux autres. Et c'est vraiment la première fois où je me dis... Et je me suis dit juste, observe-les. Et il va falloir que tu recopies tout. Et c'est là où j'ai perdu mon accent du Sud. C'est là où j'ai arrêté de mettre des survêtements, parce que jusqu'ici, j'étais un garçon manqué. C'est là où j'ai découvert le maquillage. C'est là où j'ai commencé à mettre du fond de teint, du mascara. C'est là surtout où sur mon cahier, dès qu'il parlait d'une référence littéraire, de cinéma, je notais. Oui, je connais totalement. Et puis je notais. Ok, ce soir, il va falloir que tu regardes ce film, il va falloir que tu lises ça. Et c'était juste dans le but, parce que j'imaginais qu'ils étaient là et que moi j'étais derrière. Et il fallait que je les rattrape. J'ai avalé des livres à n'en plus pouvoir. J'ai regardé des documentaires jusqu'à avoir les yeux rouges. Mais c'était fou parce que pour eux, ça avait l'air si facile. Et ça, je l'ai vu encore plus à Sciences Po derrière, cette espèce de nonchalance quand on fait des grandes études qui peuvent se permettre que moi, je ne peux pas avoir. Je ne peux pas avoir la nonchalance de me dire « Bon, c'est bon, j'y suis, tranquille ». Non, en fait, je ne peux pas. Parce que on doit toujours être dans l'hypercorrection, dans ces cas où t'as Archie, la sociologue qui en parle très bien, mais se corriger tout le temps, être celle qui parle le mieux français, c'était très bizarre. Mais j'étais plus silencieuse, déjà que dans mon propre milieu, parce que je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire. Et j'avais la peur en permanence d'être jugée pour mes goûts. Je me suis dit, vous vous permettez des choses qui vous avez le droit de le faire sans jugement. Et moi, en fait, c'est pour ça que j'ai eu du mal pendant des années. Je ne parlais pas de sujets qui pouvaient créer justement cette distance entre eux et moi. Et qui pouvaient surtout leur permettre de me juger. C'est le plus dur dans les parcours de transfuge, de classe, de transclasse, c'est qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre, à part nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur parlait pour leur dire quoi. Parce que pour mes parents, les gens de Sciences Po sont intelligents. C'est l'intelligence, c'est l'île de la nation. Donc ils ne peuvent pas être capables de comportements violents, dégradants, etc. Non, je ne pouvais pas leur parler, ils ne pouvaient pas me comprendre. Je parlais, en fait, ça a été plus compliqué à Sciences Po Grenoble parce que ça a viré à l'harcèlement. Et encore une fois, j'ai pris 6 ans pour comprendre que c'est du harcèlement. C'était affreux. Quand je pense à Sciences Po Grenoble, quand je parle de Sciences Po Grenoble, j'ai le cœur qui est compressé. Ça a été affreux. Parce que j'étais la beurette en permanence, parce qu'ils me prenaient en photo en cachette dans l'école, parce qu'ils m'envoyaient des messages le soir pour me dire « t'es bonne » en masse sur mes réseaux sociaux. Parce que j'avais le droit de rien faire. Dès que je faisais un truc, c'était parce que je voulais me faire remarquer. Je me suis pris, en fait, tous les préjugés qu'on a sur une femme arabe, en fait, en pleine face. Donc j'étais forcément superficielle, forcément pas intelligente. J'étais là, il y avait quelque chose de bizarre derrière ma présence. Je sais même pas comment on peut expliquer ça. Et c'est pour ça que je dis que je parle, et j'ai besoin de demander aux gens comment ça s'est passé pour eux. Pour savoir si est-ce que c'est moi qui suis fautive, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus systémique, et dans ces cas-là, c'est plus grave. Ça a été d'une violence rare. Et en plus, c'est pas de la violence physique, donc c'est très compliqué à prouver, à quantifier. C'est de la violence... c'est psychologique, c'est social, c'est des remarques... C'est, par exemple, quand j'arrive avec un survêt, parce qu'on était au sport juste avant, on m'appelait wesh pendant 1 heure pendant le cours. C'est quand je monte une asso, me dire ouais, mais ça sert à rien, pourquoi tu veux absolument te mettre en avant. En fait, c'est vraiment être jugé à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose. Et pendant des mois, on m'a dit, mais Nesrine, c'est bizarre comme tu marches. Ça allait vraiment, c'est des petites violences quotidiennes. On sent qu'on n'est pas, on a l'impression qu'on est un objet de foi, en fait, pour tout le monde.
parce qu'ils n'ont jamais vu en fait une femme maghrébine qui prend la parole et qui a envie de débattre avec eux. Quand j'assistais à des conférences, on me disait mais pourquoi elle fait semblant d'être intéressée? Donc voilà, ça a été très dur. Ceux qui ont subi de l'harcèlement, et je pense que même les femmes en général peuvent le ressentir, on a été tellement délégitimés, notre présence est tellement... faut toujours qu'on s'excuse d'être quelque part, qu'on ne veut pas croire quand on réussit. On a du mal... moi, par exemple, quand j'ai passé le concours de Sciences Po Paris à l'écrit, je l'avais quand même préparé, mais préparé, c'est plus que la préparation, c'est le concours. Et donc, je vais le passer dans l'immense hangar. Je remplis ma feuille et je réponds pas aux 2 questions à la fin. Et donc, pour moi, ces 2 questions, c'est la fin du monde. On prend tous le train et j'ai rencontré d'ailleurs un camarade de Sciences Po dans ce train. Et je lui dis non, mais je l'aurai jamais. J'ai fait laisse tomber, j'ai écrit n'importe quoi. Lui me dit ah ouais, moi je pense que ça va et tout. Je dis ah non, moi c'est. Et j'y vais et je continue parce que j'avais un mémoire à rendre, donc je continue mon année à Grenoble. Et un jour, en classe, je reçois un texto qui me dit félicitations. Et j'étais en cours, je suis sortie. J'ai poussé le cri de joie le plus improbable dans les couloirs de Sciences Po, Grenoble. C'était ouf. Mais il y a quand même un imbécile qui passe dans les couloirs et qui me dit t'as été prise parce que t'es une rebeu, t'es jolie et c'est à la mode. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu penses? je suis vulgaire, mais à ce moment-là, c'est vraiment ce que je me suis dit, mais pourquoi tu rages? Je vais partir, en fait. Donc, c'est vraiment, ça a été mon mal-être s'est arrêté là. Ça, c'est stop, ça y est. Et c'est pour ça que Sciences Po Paris, je l'ai mieux vécu, en fait. En fait, c'est parce que je fais un tweet. À un moment, il y avait tout le monde réalisait un tableau de statistiques qui disait qu'entre 3 et 4% d'enfants issus de milieux ouvriers faisaient de grandes écoles, des études Bac+5. Donc je fais un tweet et j'écris. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à ce moment-là, qui pensaient que j'étais issue d'un milieu aisé, même à Sciences Po Paris. J'écris, ma mère est femme de ménage, mon père est maçon, je suis journaliste et je suis fière d'eux. Il fallait que je passe par cette phase de sois totalement honnête sur d'où tu viens, qui tu es, et t'arrêteras de t'excuser d'exister. Et en fait, le déclic, il est tellement bête, c'est que, pour le tweet, c'est que je suis à RMC, je bossais en matinale, et il y a une femme de ménage qui nettoie mon bureau. Et je lui dis bonjour, et il n'y a personne dans la rédaction qui lui dit bonjour. Il pouvait faire au moins ça, au moins dire bonjour. Et donc là, le déclic, il vient de là. Je me suis dit, j'ai une femme de ménage qui nettoie mon bureau, alors que ma mère, elle a nettoyé des bureaux toute sa vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai l'impression on nous a toujours poussé à avoir honte de ça. Tout le parcours des grandes écoles, c'est d'avoir honte des milieux populaires, de que ce soit des milieux qui sont pas valorisants, parce que les gens te parlent de leur voyage aux 4 coins du monde, du fait que eux peut-être ils ont eu des femmes de ménage. Donc c'est compliqué d'être parce que c'est comment on dit à quelqu'un que sa mère est femme de ménage quand lui il te dit j'ai des femmes de ménage. Le rapport de force qui s'inscrit à ce moment-là, il est juste invivable humainement. J'ai pas envie de dire à quelqu'un me dit oui, ma femme de ménage ce matin elle m'a saoulée, j'ai pas envie de lui dire ah mais ma mère est femme de ménage. Je vais me mettre en position de porte-à-faux par rapport à lui. Ça a créé un mauvais rapport. Donc je l'ai juste pas dit. Il y a eu un jeu d'illusion pendant quelques années où moi j'ai rien dit. Donc les gens supposaient. Et je pense que surtout physiquement, je fais plus populaire dans ma manière de m'habiller au quotidien, de parler. Je fais immigrer. Et même pas, il y en a qui me prennent pour une italienne, mais j'ai perdu un peu mes attributs populaires petit à petit, à part avec mes proches, parce que ça revient très souvent. Mais et je pense que ça, du coup, il y avait un truc de mais non, mais elle nous ment en fait. C'est pas vraiment son milieu social. Mais moi, je pense que c'est lié au fait aussi que je me considère pas encore comme légitime. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je parle vite, je vais pas ennuyer les gens. C'est-à-dire que quand je vais vraiment parler du sexisme et du racisme, je vais accélérer comme si j'avais un train à prendre. Mais parce que c'est vraiment des trucs où j'ai peur qu'on me dise non, tu dis n'importe quoi. Et ça, déjà, ça venait à Sciences Po quand je faisais mes exposés. Mes profs me disaient tu parles vite. Parce que moi, j'avais juste peur en tête que quelqu'un se lève et me dise mais t'as absolument zéro culture. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Tu te trompes. Et j'avais juste peur de ça, en fait. Et je pense que j'ai encore ce truc. J'ai dit oui aussi parce que je pense que c'est des récits qu'on entend très peu. Et je trouvais ça cool que pour une fois, on entende en fait ce genre de récits. Et après, j'ai passé, je crois que c'est 1 semaine et demie, 2 semaines, à réfléchir à est-ce que c'est OK ce que je vais faire ? Est-ce que je suis capable de le faire ? De prendre la parole ? Mais c'est surtout que moi, en fait, dans ma tête, il allait avoir 10 000 vues et c'est tout. Mais moi, j'avais pas
conscience à cette époque-là de l'impact des réseaux sociaux en général. Parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'on allait se la partager entre étudiants de Sciences Po racisés et que ça allait pas dépasser notre cercle. Vraiment. Et pour les mains de mes parents. Parce que juste pour rappeler, du coup, tu dis en début de vidéo que tu as vu vraiment le corps et les mains de tes parents s'abîmer pour tes études, parce qu'ils ont fait des heures supplémentaires pour pouvoir te payer la prépa, puis Sciences Po, etc. Et donc, tu as vraiment vu la corrélation entre tes études qui avançaient et leur corps qui se détériorait. Ouais, après, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est au-delà de s'abîmer. Ma mère ne peut plus travailler aujourd'hui, il y a une raison. C'est vraiment au-delà de s'abîmer, c'est-à-dire qu'ils se sont usés. C'est des corps qui sont usés pour que moi je puisse avoir accès aux études. Et en fait, je pensais pas que j'allais le dire un jour, mais c'est venu d'un truc très simple. Il y a un reportage qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux qui venait du Maroc, et c'est des fils à qui on demande de regarder les mains de leur mère pour prouver que c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères. Et ils regardent les mains de leur mère et ils voient qu'elles sont fripées, et ils voient les ongles sont cassés, et ils pleurent. Et en fait, moi j'ai pleuré, je me rappelle de ma vie parce qu'on regarde. Et en fait, moi, mes parents, je leur disais merci, mais j'arrivais pas à leur dire merci à la hauteur de leur sacrifice. Et je vais dans le salon, et je fais regarder la vidéo à ma mère, et juste je lui tends, juste pour lui dire, je pense la même chose que ces garçons par rapport à leur mère, c'est merci. J'ai conscience que tes mains sont abîmées, parce que ma mère a eu un accident de travail assez grave et elle peut plus utiliser sa main droite. Et donc du coup, moi j'avais la main avec des manucures. J'ai toujours normalement des ongles faits, etc. Et je prends sa main et je l'embrasse. Et en fait, c'était juste une manière de lui dire merci. J'ai conscience de tout ça. Et mon père, c'est la même chose. Mon père, en fait, j'ai toujours eu du mal à regarder leurs mains. Et c'est vraiment un truc qui est difficile pour moi aujourd'hui de regarder leurs mains. Parce que je me sens coupable. Et pour moi, c'est toute la violence de classe, c'est ça. C'est les riches n'ont pas les mains abîmées, en fait. Et les pauvres ont les mains et le corps entier abîmés. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui m'a motivée à faire. Moi, cette vidéo, je l'ai fait plus pour mes parents que pour le reste, en fait. Le message, il était adressé à eux. Et voilà, c'était juste ça, en fait. C'est étrange, comme parfois, on a l'impression de dire des choses banales, des choses qui ne sortent pas de l'ordinaire et qui, par une vidéo, par une prise de parole, peuvent, en fait, faire un écho. À ce moment-là, parler de soi, en fait, ça ne sert pas à rien. Parce que, et surtout, quand on est des femmes racisées, en fait, c'est surtout ça, je pense, qui a fait l'impact de la vidéo. Quand on est des femmes racisées, parler de nos vécus, c'est forcément politique. Je les comprends dans un sens où une parole ne peut jamais être complète. En fait, la vidéo est courte, mais même globalement, mais c'est très difficile d'expliquer aux autres comment je le vois. C'est très difficile d'expliquer que j'ai envie d'applaudir nos réussites et j'ai envie en même temps de dénoncer le système. En fait, surtout, c'est pourquoi je serais illégitime sur un truc que j'ai vécu. Je suis illégitime si j'en fais une thèse sociologique, si j'en fais un truc, si j'en tire une conclusion générale. C'est là où je suis illégitime, parce que c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas sociologue. Moi, je suis restée sur ce sujet-là que dans le sens du témoignage. Donc, moi, je vous raconte mon témoignage. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est qu'on a sûrement vécu la même violence de classe, le même racisme, le même sexisme. Et surtout, je trouve ça violent qu'on le fasse à des gens qui se sentent illégitimes. C'est-à-dire que les gens qui m'attaquent en me disant que je ne suis pas légitime, donc c'est quelque chose dont j'ai conscience que ma place ne va pas de soi. Et je trouve ça extrêmement violent qu'on me fasse ce reproche-là. Quand on écrit avec un syndrome de l'imposteur sur les genoux, c'est pas évident, parce qu'il faut des fois lui dire de rester calme et de ne pas bouger pendant de longues heures. mais c'est un exercice qui me permet justement d'aller plus loin. Donc non, j'adore cet exercice. Après, j'ai très très peur. J'ai énormément peur de la sortie de ce livre. Après, je me suis dit, je me suis pris un backlash après une vidéo. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire qu'un autre backlash? Au pire, quelques insultes sur Twitter, on n'est pas à 2-3 insultes près.